Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Psychentropie. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un terme qu'on a entendu à la télé lors de l'interview de Didier Raoult, le Big Data. Alors, qu'est-ce que le Big Data? Donc dans ce terme Big Data, nous avons deux mots, Big et Data, qui veut dire grosse et donnée. Donc, qu'est-ce qu'une donnée scientifique? La donnée scientifique est le résultat de l'expérience, que l'on enregistre sous forme de son, sous forme d'image ou autre. C'est un morceau d'information que l'on stocke suite à une observation clinique. Alors, du coup, ce Big Data, d'où vient-il? Quelle est son origine? Alors, le Big Data au départ était une idée très intéressante. En médecine, par exemple, ça permettait de mettre en commun tous les résultats qu'il y avait par rapport aux IRM, aux électroencéphalogrammes, électrocardiogrammes, lasers, etc. Et on mettait tout ça en commun pour essayer de voir au niveau épidémiologique qu'est-ce qui se passait, et c'est toujours aujourd'hui assez intéressant. Sauf que ça a dérivé dans le sens où on ne voit plus le terrain. Et là, ça ne va plus. Donc, si je comprends bien, ce qui est intéressant, à la base, c'est de pouvoir recouper des données mathématiques qui viennent de l'appareil. Par exemple, si on se rend compte que plusieurs hommes sur la planète différents ont le même IRM d'une même problématique, on peut recouper les données et se rendre compte que cette maladie existe à tel ou tel endroit. Exactement. C'est l'épidémiologie, et là, c'est intéressant toujours de continuer à le faire. Mais il y a des limites. Et là, ça a complètement débordé, et on est encore hors limite. Parce que on est dans une utilisation beaucoup trop automatique de ce Big Data. Exactement. Dès qu'on veut faire une recherche scientifique, on part sur sa théorie, on utilise le Big Data, on recoupe, et c'est en balle. Et peser. Du coup, si j'ai bien compris, le Big Data, à la base, c'est quand même plutôt une bonne chose, parce qu'on va utiliser des données scientifiques qui ont été enregistrées par des scientifiques pour accélérer la recherche et croiser plus facilement les données pour ne pas avoir à refaire des expériences qu'on aurait déjà faites. Les données sont la base de toute recherche scientifique, et cela a été formalisé par Claude Bernard en 1865. Donc c'est la bonne vieille méthode scientifique, on utilise des données pour développer des hypothèses et en tirer des conclusions. Exactement. En analysant ces données donc. Depuis l'arrivée de l'informatique et d'Internet, ces données ont été mises en ligne, gérées par des sociétés et partagées entre tous les chercheurs. C'est-à-dire que, à l'époque de Claude Bernard et jusqu'à Big Data, chaque chercheur avait ses données propres à son expérience. Maintenant, elles sont partagées entre tout le monde. Donc si je comprends bien, ce Big Data scientifique fonctionne comme tout Big Data géré par des grosses firmes comme Facebook, Google. On recueille des données, on en fait des bases de données et on les revend. Dans le travail de recherche et d'expérimentation, le recueil des données, récupérer les données, c'est la chose qui est la plus longue à faire. Ça peut prendre des mois, voire des années. Le Big Data fait l'économie de cette longueur, c'est-à-dire que on va acheter sur Internet les données dont on a besoin, et donc on fait l'économie de ce travail très long. Donc si je comprends bien, je suis un scientifique et je veux faire une recherche. Au lieu de mener toute l'expérience par moi-même, je regarde sur Internet ceux qui ont déjà mené cette expérience et je récupère leurs données pour les approfondir. Le Big Data, avant, quand on faisait une recherche et qu'il n'y avait pas le Big Data, on allait chercher ses propres données. Donc on faisait son expérience, on récupérait ces données par rapport à ce qu'on avait observé, et après on analysait ces données en faisant des statistiques et en créant des hypothèses. Maintenant, avec le Big Data, quelqu'un qui aurait déjà fait cette recherche de données, on peut récupérer en achetant, on peut acheter les données de son expérience pour les utiliser pour la nôtre. Exactement. Sauf que les données que vous récupérez sur les Big Data, sur les sociétés qui vendent donc ces données, ça ne veut pas dire forcément que ça va correspondre à ce que vous allez chercher. Par exemple, on peut prendre un chat. Vous faites une expérience sur les chats. Donc la personne qui va vendre ces données sur les chats va donner le poids, la taille, la couleur, et par exemple sa recherche, ça sera combien y a-t-il de chats gris sur 10 000 chats. Et vous, ça va pas être ça, ça va être une autre tentative d'expérience qui va être est-ce que tous les chats gris ont la même taille, par exemple. Et donc là, vous allez avoir des données, peut-être, qui ne sont pas forcément adaptées à ce que vous cherchez. Oui, parce qu'on récupère des données qui ont été utilisées pour une expérience, mais comme on ne se crée plus nos propres données,
Ça peut être c'est pas sûr que ce soit vraiment ce que vous avez envie de chercher par rapport à vos hypothèses. Donc déjà, il commence à y avoir un biais dans la recherche à ce moment-là, parce que vous ne voyez plus les patients. Vous ne voyez plus les choses que vous cherchez. Vous n'avez que des morceaux de choses que vous cherchez. Ce qui pose problème, parce que la recherche, c'est aussi de ne pas forcément trouver ce qu'on recherche. La recherche, comme son nom indique, on recherche. Ça ne veut pas dire qu'on fait exprès de faire des hypothèses pour trouver ce qu'on voulait absolument chercher. C'est la surprise. Et là, comment voulez-vous qu'il y ait de la surprise? Puisqu'en fait, vous sélectionnez complètement les choses pour que ce soit jugulé. Ce qui veut dire que, par exemple, on pourrait faire une recherche scientifique à l'heure d'aujourd'hui sans aller sur le terrain. Ah mais le big data c'est ça, on ne va plus sur le terrain. On va plus sur le terrain. On utilise les données qu'on a, les données que d'autres ont pris pour nous, et on ne fait plus que de la statistique. Et oui, c'est-à-dire que non seulement les boîtes qui vendent le big data font aussi une présentation que eux ont décidé par rapport à leur propre logarithme, par rapport à leur propre logiciel. Donc vous, en tant que chercheur, vous n'allez plus sur le terrain, vous achetez les données, elles sont présentées, par exemple, comme ils ont voulu les présenter, vous dites « Ah ouais, ça c'est cool, on prend comme ça, etc. » Le traitement des données, ah bah oui, ils ont traité comme ça, ah c'est bonnard et tout, vous prenez, donc vous faites l'économie de tout ce temps-là et de toute cette recherche et de toute la surprise que peuvent vous donner des données qui sont réelles. Les big data donnent aux chercheurs l'opportunité d'avoir une économie de temps, d'argent, bon même si c'est payant bien évidemment, mais c'est moins coûteux que de faire une recherche avec de vrais sujets et de vrais éléments. Et donc, avec le big data, on trouve ce que l'on recherche. Ce qui n'est plus vraiment de la science, puisque dans la science, il y a la surprise. Imaginez si Fleming n'avait pas oublié sa petite boîte de pétri, puisqu'en fait, il était en train de faire des recherches sur les bactéries, et on n'aurait pas découvert la pénicilline, puisque ça a été le fait qu'il l'ait oublié. Et là, on ne peut pas oublier, puisque le big data nous l'a donné. On trouve donc ce que l'on cherche. C'est un petit peu l'inverse de la science. Parce que, normalement, dans la science, on émet une hypothèse, et puis on essaie de chercher en quoi elle est fausse. Là, avec le big data, si j'ai bien compris, on émet une hypothèse et on cherche toutes les données qui vont corroborer cette hypothèse. Oui, ça évite la surprise et ça évite effectivement que la science avance. Donc techniquement, c'est un petit peu contraire à la science. C'est comme la théorie du complot. On émet une théorie et on va essayer de chercher tous les éléments qui se raccorderaient à cette théorie. Or, la science, c'est l'inverse. On regarde, on analyse les données, et de cette analyse des données, on en déduit des hypothèses. Exactement. Comment peut-on savoir si les données saisies sont saisies dans de bonnes conditions ou respectent un bon échantillonnage de données, ou sont des données, ou même voir si elles sont vraies? Eh bien, c'est le problème. On ne peut pas le savoir. Parce qu'en fait, on fait confiance à la société qui achète et qui revend les datas, et ça n'est pas sûr. Il est possible aussi que les datas qu'on achète ne soient pas conformes à notre hypothèse, et ça, le chercheur ne peut pas le savoir. J'imagine qu'il doit aussi y avoir des normes scientifiques pour enregistrer ce genre de données. Comme c'est des données scientifiques, il doit y avoir tout un protocole pour les enregistrer. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier que le protocole ait bien été accompli? Aussi, j'imagine qu'en fonction des pays, les protocoles doivent changer. Est-ce qu'on peut internationaliser ce genre de données-là? Eh bien, c'est une excellente question, parce que je ne suis pas journaliste d'investigation, mais effectivement, ça manque de contrôle. Et là, on l'a vu avec l'article du Lancet, où les datas n'étaient pas du tout appropriées. Et effectivement, on voit, là, on a vu que ça manquait de régulation et de contrôle. Pour la science, j'ai l'impression que c'est un peu opaque. C'est difficile à savoir combien ça s'achète, combien ça se vend, enfin c'est un peu l'omerta là. Hein. Avez-vous essayé de vous renseigner sur le prix des données? Est-ce que vous avez déjà acheté des données en big data ou produit des données pour le big data? Non, pas du tout. Parce que je suis dans le secteur de la psychologie clinique, et nous, en tant que psychologues et cliniciens, on a besoin d'avoir la relation au patient. Donc, on n'est pas des cognitivistes, on ne peut pas aller acheter sur Internet les choses. Donc, pour nous, je ne sais pas comment ça peut se faire. Donc non, je ne l'ai jamais fait. Et dans mon laboratoire, je n'ai jamais eu vent de ce genre de choses. J'ai participé à une recherche INSERM, et dans la recherche INSERM,
j'ai introduit 2 cas, nous avions nos propres données. Après, effectivement, les chercheurs de l'INSERM ont créé leur propre logiciel, ont utilisé un autre logiciel et ce sont eux qui ont analysé et traité les données. Voilà comment on a fait en clinique. Le big data, c'est le recueil des données par les scientifiques qui sont ensuite mises en ligne, rachetées par des entreprises, qui elles récupèrent toutes ces données-là, puis les revendent à qui en a besoin pour la recherche scientifique. Du coup, effectivement, il peut y avoir des biais, on ne sait pas si les données sont vraies, on ne sait pas si les données sont efficaces, et puis le problème c'est qu'on a tendance à vouloir trouver des données en rapport à notre théorie qui prouvent notre théorie, alors que la démarche scientifique c'est plutôt l'inverse. Mais du coup, quels sont les enjeux de ce big data vraiment, d'un point de vue sociétal, enfin économique Les enjeux du big data, c'est de gagner du temps pour les laboratoires et les chercheurs, donc de l'argent, et pour les sociétés intermédiaires qui achètent et qui vendent les datas, d'avoir des chiffres d'affaires qui sont colossaux, pouvant atteindre plusieurs milliards. Voici donc notre épisode sur le big data, j'espère que toutes ces informations vous ont été utiles. On mettra des liens dans la description si vous avez envie d'approfondir les recherches ou même de mener vos propres recherches là-dessus. Sachez qu'on a remanié un peu le format de ces vidéos. On pense qu'on va faire 3 vidéos informatives courtes de 5 minutes et une plus grosse vidéo après de 20-30 minutes, un petit peu plus polémique sur l'utilisation sociétale de tout ce qu'on aura expliqué. Donc la première vidéo est sur le big data, et on verra sur quoi seront les prochaines, sûrement sur la recherche scientifique, sur les revues scientifiques, sur les problèmes que tout ça peut occasionner. On fera une grosse vidéo un peu plus coup de gueule sur qu'est-ce que nous on pense de tout ça. Mais pour l'instant on va faire des vidéos un peu plus informatives pour vulgariser, parce que c'est aussi le but de notre chaîne. Et nous avions aussi parlé d'inviter d'autres personnes qui viennent témoigner de leur vécu selon le thème qu'on abordera. Voilà, donc nous verrons tout ça une prochaine fois. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir regardés, et on va essayer de dépasser les 40 vues cette fois. À la prochaine. À la prochaine!
Alors, quand vous dites on enregistre les données, vous voulez dire qu'on les saisit dans un logiciel, on les rentre sur son ordinateur, et puis Exactement. Et après on les met en ligne. Alors après, on ne les met pas en ligne. Ce sont des boîtes, des sociétés qui nous achètent nos données, ou alors on peut aussi décider de les vendre à ces boîtes-là pour que ce soit mis dans un grand serveur mondial, international, pour que chaque chercheur du monde puisse venir piocher des échantillons de recherche. Ce qui génère énormément d'argent. On s'en fout, ça revient. Bah en fait, explique. D'habitude, quand on fait une recherche scientifique, on récupère ses propres données. C'est une des étapes très importantes d'une recherche scientifique, c'est de récupérer ses propres données. Or maintenant, on peut les acheter directement sur Internet de quelqu'un qui a fait une autre recherche. Exactement. Ok. Vas-y, t'es prête? Oui. 1, 2. Lorsque l'on fait l'expérimentation, on a donc ce qu'on appelle le recueil des données. On les collecte. Ensuite, nous avons le traitement des données. Donc on les met dans des tableaux et on les organise. Ensuite, nous en déduisons des critères de mise à l'épreuve des hypothèses. Voilà à quoi servent les données. Par exemple. Mais du coup, résumez-nous un petit peu tous les problèmes que ça peut engendrer. Alors au niveau des biais, on voit qu'effectivement, on n'est plus sur le terrain, et donc on a des données qui sont conformes à l'hypothèse qu'on recherche, donc il n'y a plus de surprise. Il y a aussi le fait que ce ne sont que des statistiques, et qu'on peut travailler sur des datas qui ne sont peut-être pas forcément justes et déontologiques, éthiques. Par exemple, quand vous dites qu'il ne peut pas y avoir surprise, c'est... Effectivement, quand on est en laboratoire et qu'on fait une expérience, les choses peuvent se dérouler d'une manière dans laquelle on s'y attend pas, et c'est comme ça que la science avance. Exactement, totalement imprévu, on renverse un truc, on fait un truc comme à la Fleming, on oublie, et là, on tombe sur quelque chose peut-être d'extraordinaire. Aujourd'hui, avec ce système-là, ce n'est pas possible.